Salut les amis, de retour sur NATO Histoire d'Égypte. Je suis vraiment content de vous retrouver, hein, les amis. Ce matin, c'était un peu dur, hein, de se réveiller après un samedi soir. J'avais la visite d'un pote à la maison et c'était vraiment génial. On a bien mangé, on a bien parlé et maintenant je suis vraiment heureux d'être avec vous. C'est vraiment sympa de se retrouver, surtout après la suite de dimanche dernier. Donc, on se retrouve normalement tous les dimanches, les amis, tous les dimanches à 11 heures, si vous le voulez bien, et si vous voulez encore m'entendre parler d'Égypte et des histoires insolites, des choses qui se passent en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, surtout la semaine dernière, comme par hasard, il y avait cette fameuse inauguration, hein, vous avez entendu, l'inauguration de, de l'énormissime du musée du Caire, du musée égyptien du Caire, du grand, très grand. Vraiment, je dis vraiment très grand parce que c'est extraordinaire. C'était mémorable. Il y avait quelque chose que je veux vous mettre. Franchement, c'est visuellement dingue. Euh, Son et lumière. Ça se passe. Ça s'est passé durant toute la journée. Euh, je crois que c'était du samedi. Donc, on va regarder ensemble quand même le replay. On va commenter. Je vais faire des petits commentaires. Et vous allez regarder avec moi tout ça. En deuxième partie, ça serait notre première partie. En deuxième partie, on va parler un peu de ce qu'on va y trouver normalement, de ce qui est intéressant à voir là-bas et que je vous invite à regarder, à regarder même à visualiser avec tout le monde. Salut, salut les amis, on est là, on est ensemble. J'ai déjà commencé à parler, je suis chaud, je suis chaud. Salut Grimard, merci Bénard, 63. On est là Céline, on est là, on est là. Coucou, coucou tout le monde. Ah, je vois un peu tout le monde et vous êtes très matinal hein, ce dimanche, hein, Sunday. Voilà, jour du Seigneur, mais aujourd'hui c'est jour de NATO. Donc, jour de NATO, on va pas, hein, comme on va parler un peu des dieux, donc on parle du jour du Seigneur. Donc Sunday, hein, Sunday, comme le nom l'indique, c'est le jour du soleil. Hein. Donc à se demander qui a donné ces noms aux 7 jours de la semaine, qu'on verra peut-être aujourd'hui, hein, qui sait. Et voilà, je suis vraiment heureux d'être là avec vous. Et Gaël m'a donné, m'a prêté son espace que vous avez reconnu. Hein. Je suis chez lui, il n'est pas là, je profite, je touche à tout, je suis taquin. Hein. Il n'est pas là, je bouge tout. Ouais, j'ai les clés de la maison, les gars. C'est incroyable, je suis dans son antre. Donc, je suis content encore d'être avec vous, heureux. Et bonjour à tout le monde. Hein. Rebonjour pour ceux qui arrivent. Nous sommes déjà presque une centaine de personnes. Donc, on attend peut-être ou on commence tout de suite. On commence, on va dans le chat, on vérifie, on regarde. Bon, je commence quand même l'intro. Hein. On a 2 heures à tenir. Hein. 2 heures à tenir avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à regarder tout ça? Hola, Saï, 3331. Comment tu vas? Eh ben, moi, c'est cool. Hein. Moi, j'aime le live là. Maintenant, je commence à m'y habituer. Là, je vois que vous commencez à aimer peut-être ma tête. Moi, je l'aime pas trop. Hein. Je regarde comme ça. Il faut que je refasse la barbe. Il y a beaucoup de poils blancs. Hein. J'ai vieilli, hein, les gars. Ça vieillit, hein, ça vieillit. Je donne pas mon âge. Hein. Je suis l'homme sans âge. Hein. Je suis l'homme du millénaire, comme on dit. Non, blague à part. Franchement, les amis, nous allons quand même voir quelque chose d'assez joli, d'assez grandiose, même entendre. Je vais laisser quand même le son pour que vous puissiez entendre. Je vais faire deux, trois commentaires par-dessus. Et ensuite, on va parler hein, pour nous cultiver un peu, pour cultiver cette connaissance, pour pouvoir ne pas être stupéfait, béat devant des choses qui ont été quand même découvertes, listées, étudiées dans toutes les chaires académiques de France et de Navarre, comme on dit. Donc, quand même,
C'est incroyable de vivre ces événements dans notre siècle, visuellement, d'être chez soi, sous son canapé et à regarder comme ça des merveilles, septième, dixième, première merveille du monde, quoi. C'est exceptionnel. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais juste vous mettre un petit peu dans le bain. Et ensuite, on va commencer à disséquer un peu ce qu'on a vu, à voir comment l'Égypte actuellement, en 2025, euh, parle de son histoire, comment il se la raconte, comment ce musée a été érigé, combien d'années ils ont pris, qu'est-ce que c'est que tout ça, est-ce que c'est pas des vieilleries, qu'est-ce qu'on en a, hein, et pourquoi ça nous intéresse tant et quel est l'objet de tout ce remue-ménage, quoi. Allez, allez, les amis, on met les images pour que vous puissiez comprendre que on est arrivé dans un truc incroyable, incroyable. Je vais la couper. Voilà. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les Égyptiens ont voulu nous montrer par-delà tout ça? Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'assez significatif. Donc, on retourne sur tout ça et je commente. Là, nous avons les trois pyramides. Celle qui est la plus imposante, effectivement, c'est celle de Khufu, de Khéops, comme je vous ai dit. Moi, je le nomme par son nom. Khufu, pardonnez-moi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'alignement des étoiles qui est représenté par des drones, j'ai l'impression. Donc, on a des drones qui redessinent le plateau de Gizeh. Et ces trois étoiles qui, normalement, on stipule qu'ils sont euh, alignées, ces pyramides sont alignées. On regarde l'image à nouveau qui se marie avec Isis. Hathor, lorsqu'elle est représentée avec la couronne, cette fameuse coiffe, je la remets, cette fameuse coiffe qu'on retrouve, voilà, une sorte de couronne surmontée au centre de l'alignement qu'ils ont fait dans le ciel avec la lumière qui pointe vers le ciel, vers les constellations. Vous voyez, donc on ne raconte pas n'importe quoi, mais les constellations sont représentées par des drones. Et vous allez voir quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu tout de suite. Là, le musée, je m'épose, le musée est axé, puisqu'on garde cette symétrie très magico-architecturale, astronomiquement architecturale, le musée est en axe, est aligné au laser près. Donc là, il faut une référence à la précision de l'architecture de cette civilisation antique égyptienne. Le fait que ça soit aligné avec le musée, donc avec les trois pyramides alignées, plus donc horizontalement vers les pyramides qui pointent ensuite l'énergie du musée vers le ciel. Alors si ça c'est pas ésotérique, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça c'est vraiment, vraiment, vraiment chapeau bas pour eux, pour avoir mélangé, mixé architecture, ésotérisme, euh, astronomie, toute la philosophie mythologique même de l'Égypte ancienne. Ça, c'est beau, ça, c'est magnifique, ça, c'est magnifique. Moi, je dis bravo pour ça, déjà, prouesse technique, etc. En gros, déjà, ce qu'on doit dire, ça a duré combien d'années tout ça là, ils ont refait un musée. On se demande, bon, ça nous tombe comme ça dessus. On apprend qu'il y a un musée, une inauguration du grand musée égyptien du Caire. Et là, ils nous disent qu'ils nous offrent, vous avez vu le titre, hein, et c'est la banderole de France 24, hein, l'Égypte s'offre une quatrième pyramide. Voilà. Donc, cette quatrième pyramide, elle est axée avec les trois autres. On doute de la pyramide, de la forme pyramidale de la chose, mais en tout cas, pour eux, c'est du grandiose. C'est titré par France 24, donc c'est du sérieux. Voilà.
Mais c'est pas mal. Franchement, entre nous, c'est pas mal, les amis, hein, c'est pas mal. Donc, on va continuer, on va regarder à nouveau tout ça. Mais pendant ce temps, on fait un petit débrief de savoir pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, combien d'années. Donc, on va pas garder le mystère longtemps. 1 milliard. Plus d'1 milliard. Chaud. Plus d'1 milliard sur 2 décennies, quoi. Une vingtaine d'années pour pouvoir restaurer euh, ce musée qui était déjà là, du Caire, et qu'ils ont magnifié. Là, je vous montre une autre vue de tout ça. Regardez la vue. C'est- 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 Donc, il y a un obélisque qui se tient quand même, ou on va appeler ça un ben-ben ou le doigt d'Amon, qui se tient devant ce musée, quoi. Incroyable. Incroyable. Donc, il y a le monsieur, je ne sais pas qui c'est qui s'exprime, peut-être le directeur, si je ne m'abuse, et il va révéler un peu les artefacts, tout ça. Voilà. Bon, les amis, on revient. Donc, on disait une vingtaine d'années, plus d'1 milliard pour une construction extraordinaire, un défilé grandiose. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. C'est d'une magnificence sans nom. Donc, beaucoup de. Donc, on va regarder un peu le final entre nous et on va en débattre un petit peu plus. Je vous laisse euh, profiter de l'instant parce que c'est quand même mythique. Quand même, c'est mythique. Après plus de 220 ans de découverte égyptologique sur l'écriture et sur le fameux trésor de Toutankhamon et encore plein d'autres qui ont été découverts dernièrement, une cinquantaine de momies, etc. Et des trésors encore enfouis et cachés sous le sable du Caire. Franchement, on est dans quelque chose de lourd. Allez, je vous mets ça. Voilà. Bonjour tout le monde, on est là, on est là, on est en direct, on est en direct. Hein. On est en live avec moi, avec Natou. Les amis, on regardait l'inauguration. On regarde encore l'inauguration. On va éviter tous les chants. On revient avec moi, oui. On va découvrir au fur et à mesure. On va découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qui est caché dans ce musée, juste un petit peu. Je pense qu'ils vont nous présenter légèrement. Ah, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire que je vois. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que je vois. Et je vais vous montrer tout de suite. Les amis, il n'y a pas de blanc, on est là, on est ensemble. Regardez avec moi. Alors, il y a une sorte de princesse qui arrive et qui nous montre tout ça. Et qui nous montre tout ça. C'est incroyable. Regardez comment c'est. Regardez le musée, les amis. Ramsès II dans toute sa splendeur. Je pense qu'il fait au moins 13 mètres de haut. C'est incroyable. C'est magnifique. Donc, une civilisation ancienne a taillé ça dans du granit rose, quoi. C'est incroyable. Vous avez vu la petitesse des gens. Donc, oui. Alors, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ça? Voilà. Donc, on va revenir. On revient, je reviens parmi vous. On regarde ensemble tout ça. Donc, les trésors. Donc, une petite image encore qui représente les trésors de l'Égypte. Et je vous mets tout ça
On retient ça, les amis. On retient que l'Égypte nous a légué un cadeau. Cette civilisation convoitée, aimée de tous, nous a offert quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vais juste vous montrer ce dont on avait parlé la dernière fois. Ils l'ont mis quand même en image et moi, j'aime beaucoup. Je vous le montre tout de suite. On avait parlé la fois dernière du fameux bateau qui parcourt le ciel, la barque sacrée, hein, la barque sacrée solaire. Donc, c'est ce bateau qui fait puzzle, quoi, qui est ni clou, ni vis, et qui a été monté sur plusieurs années, qui a réussi à être reconstitué vraiment. Et voilà, je voulais juste montrer cette image. Ok les amis, on va un peu parler encore d'Égypte, toujours et encore d'Égypte. Donc moi, je vais faire en sorte de vous mettre bien aujourd'hui, bien comme il faut, et on va essayer de comprendre un petit peu toute cette mythologie un peu compliquée, hein, et les gens, ils ont un peu compliqué la chose, mais en réalité, c'est très simple. Donc on va passer sans transition, puisqu'on a vu qu'après 200 ans, ils ont quand même fait 20 ans de construction, de réhabilitation. Il semblerait que dans ce musée du Caire, ils ont restitué, ils ont mis au complet tout ce qu'on a trouvé, tout ce que Howard Carter, donc le découvreur de la tombe de Toutankhamon, il semblerait que tout le trésor est dans ce musée. Donc vraiment, moi j'ai déjà vu, ils avaient fait une exposition à Genève il y a très longtemps, peut-être une dizaine d'années, j'y étais, c'était extraordinaire, c'était magnifique. On n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu faire ça et quelle est l'intention vraiment derrière de prendre autant de temps, de minutie, d'intelligence, de savoir, de science pour pouvoir élaborer des choses aussi complexes, euh, des, des, des sarcophages, dans lesquels euh, il y a comme un effet de poupée russe pour retrouver finalement la momie à l'intérieur. Déjà, la momification, qu'est-ce que c'est? Comment ils ont réussi à trouver le moyen de conserver des corps intacts pendant des siècles, des millénaires. Nous retrouvons quand même des momies de plus de 5000 ans avec le nom du papa, du grand-père, de toute sa descendance. C'est quand même extraordinaire. Je crois que, franchement, on peut les remercier pour nous dire, pour ceux qui nous ont livré comme message cette civilisation, de nous avoir montré que on peut faire des choses extraordinaires, on peut conserver, on peut trouver les choses et pouvoir le transmettre à la génération future. Il nous est quand même parvenu, c'est un héritage vraiment merveilleux et incroyable, comme dit Astro. C'est incroyable. Donc maintenant, on va parler de des Énéades tout de suite. Le papyrus. Alors, on va parler Le du papyrus. papyrus était un type de papier dérivé de la plante du même nom qui poussait massivement sur les rives du Nil. Ça, c'est la transmission. Il offrait aux Égyptiens un nouveau canal de communication et d'archivage qui leur a permis de développer leur administration et de diffuser leur culture pendant des milliers d'années. Magnifique. Comme tous les grands empires, le règne de l'Égypte antique ne dura pas éternellement. Et on va s'arrêter là. Parce que ça sera dans un autre podcast, on va parler de comment cette civilisation s'est quand même éteinte euh, jusqu'à oublier sa langue. C'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez déjà une petite image. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette grande civilisation a perdu de sa superbe juste à être effacée et oubliée et vers
le XVIIIe siècle, l'égyptomania, c'était incroyable. Voilà, donc les amis, on continue et on va parler des fameux Énéades. Donc là, on a vu les papyrus. Le papyrus, c'est l'élément civilisationnel puisque c'est une technologie qui permet de... C'est un support souple qui permet de transmettre son savoir très facilement. On l'utilise jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le fameux papier. Magnifique. Nous sommes en 2025, on utilise un système qui a été créé il y a plus de 4000 ans par des hommes du Nil. Merci, bravo. On a beau avoir des ordis, il faut écrire sur le papier. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, on leur doit ça. Et c'est un amour infini. Allez, allez, on y va. On va parler de la création du monde. On va parler de la cosmogénèse aujourd'hui. Allez, on y va, les amis. On y va Mythe à de tous. création. Allez, Au le tout mythe de la début, création. il n'y avait rien. Enfin, pas tout à fait. Il y avait une grande étendue d'eau tourbillonnante et chaotique. C'était l'océan primordial qui présidait toute chose dans la mythologie égyptienne. Cet océan créa la vie et finira par créer la mort. Son nom était Nun. C'est des eaux de cet océan primordial qu'émergea le tout premier dieu égyptien, Atum, le dieu créateur. Je mets une petite pause. Alors, Nun, on nous a bien dit, c'est l'eau primordiale. C'est bizarre, j'ai déjà entendu ça même dans l'histoire de Darwin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de soupe où toute l'information est dedans. Et à partir de toute cette information au début de l'univers, eh ben, au début de la création de l'univers, va émerger les divinités. Donc, ils nous disent il y a un Nun, c'est-à-dire il y a comme une bassine d'eau, ils appellent ça d'eau primordiale, un bassin, un bassin. Dans d'autres mythologies, on nous dit que c'est tiré d'un œuf. C'est un œuf, et de cet œuf va sortir les Énéades. Les 9 Énéades, les 9 dieux, les 9 êtres divins. Et vous allez comprendre que ce qu'on appelle divin en égyptologie n'est pas ce qu'on en croit aujourd'hui comme divin. Ce n'est pas une déification polythéiste, une représentation polythéiste des choses, mais c'est en réalité la représentation des éléments qui, primordial, c'est-à-dire le principe même de la création de ce qui va engendrer la vie. Donc, ils ont appelé ça les dieux, c'est-à-dire les principes, les Énéades. Donc, on va aujourd'hui connaître les 9 Énéades, les 9 principes de la vie qui vont émerger du Nun. Le Nun, c'est le nomen, c'est-à-dire là où va se créer un phénomène. Mais au début, il n'y a pas de phénomène, c'est juste l'information brute. C'est la data. Alors, vous avez compris, c'est la data. Et à partir de toute cette data, ces données, va émerger une conscience, une IA, quelque chose d'incroyable. Allez, on y va. Atum, qui est Sur le reconnu vent. comme étant une forme primitive du dieu du soleil, Ré ou Ra, s'était créé lui-même et avait émergé de cet océan infini sur une butte de terre appelée Benben. Et à partir de ce moment-là, Ben. il devint le créateur de tout ce qui allait exister. Atum est un dieu assez intéressant parce qu'au fil du temps, il a beaucoup changé et avait été assimilé à d'autres dieux, notamment à Ré et plus tard à Amon. Plusieurs pensent qu'Atum et Ré Alors, Amon-Ré. C'est pour ça que vous l'avez souvent beaucoup entendu. Amon-Ré, qu'est-ce que c'est Atum Amon-Ré? En réalité, il y a 3 noms du dieu sous 3 formes. On donne le nom du dieu primordial. En réalité, il y a Atum-Ra ou Atum-Ré, comme vous voulez. Il y a Ptara, Ptaré, et ensuite, il y a le fameux Amon-Ré. Donc, Ptara, Atum-Ra, Amon-Ra. Mais c'est la même personne ayant 3 principes, c'est-à-dire 3 descriptifs différents, 3 caractéristiques différentes. Donc, il est représenté sous 3 aspects différents, donc qui vont déterminer sa nature. Mais c'est toujours le même individu. C'est comme si on dit, ouais, Nato, tu fais des massages, en même temps tu fais des podcasts. C'est toujours le même individu, mais Nato qui fait des podcasts va être représenté avec un casque, voilà, ou un micro, voilà.
Et une Nato qui fait des massages va être représenté avec de l'huile, des serviettes, des ustensiles de massage. Eh ben, c'est pareil. C'est aussi simple que ça et compliqué à la fois. Mais restons simples comme ça. Donc, Nun, Atum, Ta, Tare, Amon-Ra. Donc, je vais vous donner les principes directement pour que ça puisse être clair. Alors, nous avons Nun, l'océan primordial, Vasyojeu Atum, qu'on utilise aujourd'hui. Je fais une petite digression rapide, atome. Et ensuite, donc, c'est le principe de toute chose qui vit. C'est-à-dire que l'atome, c'est tout ce qui existe vient de là. C'est-à-dire la plus petite composante de l'existence, l'atome. Ils vont l'appeler atomoir. Donc, Ra, dans cette terminologie, signifie le rayonnement, le message, comment ça procède, la lumière de la chose. Donc, la lumière d'atome. On peut le traduire comme ça. Ensuite, il y a Tara qui représente en fait, lorsqu'on veut parler du Dieu qui crée les choses. Donc, quand on dit Dieu qui a créé tout l'univers, on va dire Tara. On ne va pas dire Atomra. Voilà. Atomra, c'est le principe des petites choses. Donc, Ptara, quand on dit Ptara, vous voyez dans un texte Ptara, eh ben, ça signifie qu'on parle de la création des choses, de l'univers en général. Et lorsqu'on va parler du fameux Amon-Ra, Amon-Ra ou Amen-Ra ou Imana-Ra ou Imana-Re, etc., ou Imani, qu'on entend un peu partout dans les prénoms africains, ça signifie, ou que vous entendez aussi, lorsque vous priez, à la fin de votre prière, vous dites Amon ou Amen. Ça signifie la matérialisation de Dieu dans l'univers. Il s'est matérialisé, c'est-à-dire qu'il a donné vie à lui-même. Il s'est représenté. Il s'est incarné, si vous voulez. En théologie, on va dire incarné, incarnation. Donc, il s'incarne. Il s'incarne, on le sent, il est palpable. Et on va comprendre dans quelle incarnation dont il parle. Donc, il y a les trois noms du même personnage qui sortent du fameux Nun. Allez, on continue les amis, on va un petit peu plus loin et plus vite. Donc, Puis finalement, Atum représentait le soleil couchant. Bref, c'est à partir de son propre corps et de sa semence qu'Atum créa ses deux premiers descendants. Le voilà. premier était Shu, le dieu de l'air. Puis vint Tefnut, déesse associée à l'air humide, à la pluie et aux nuages. Donc, vous avez bien entendu. De la semence, c'est-à-dire, il engendra, il créa ce qu'on appelle les deux éléments qui vont permettre la vie, et donc l'air et l'humide. Ça commence à faire tilt. Regardez comment la subtilité. Donc, les dieux là sont des choses scientifiquement prouvables. C'est palpable, c'est pas quelque chose d'irrationnel, c'est très rationnel. Sauf qu'on le représente. Comme ça, un individu, un enfant, comme nous sommes des enfants de la connaissance, eh ben nous regardons ça et disons, ah d'accord, chou, ah ok, chou, ça reste Tefnut, ok, yes, ok, l'air, l'humide, l'eau, ok, les deux éléments qui viennent d'Atumra, ok, très bien, magnifique. On Ils continue. formèrent tous deux le tout premier couple divin. Peu de temps après leur création, Shu et Tefnut étaient curieux de l'océan infini qui les entourait et avaient donc décidé d'aller ensemble pour explorer la grande étendue d'eau qui était le Nun. Mais après un certain temps, il n'était toujours pas revenu, cela faisait déjà plusieurs années. Et incapable de supporter sa perte, Atum avait envoyé son œil droit pour les chercher et les ramener à lui. Finalement, lorsqu'ils revinrent avec l'œil de leur créateur, Atum était si heureux de les revoir qu'il versa des larmes de joie. Et ces larmes Alors, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien d'ésotérique, mais en réalité, cet œil-là veut dire énormément de choses. Il y a des gens qui diabolisent cet œil, il y a des gens qui l'idéalisent au plus haut point, mais on va rester factuel. C'est un œil qui représente pas ceux qui voient tout, mais ceux qui calculent tout. Et si vous avez bien écouté le début, il dit que les deux êtres qui ont été créés, donc Tefnut
et son acolyte ils se baladaient dans l'eau primordiale, donc là où il y a toute l'information, mais ils se sont un peu perdus dedans, donc on envoie cet œil pour les chercher. Je ne sais pas si ça vous rappelle un peu Adam et Ève qui se perdent dans le jardin, dans tout ce qui a été créé, et il y a un Dieu il y a Dieu qui les cherche, ou un ange qui les cherche, qui dit vous êtes où, qu'est-ce que vous êtes advenu. C'est un peu ça. Donc c'est le couple qui se perd dans toute l'information de la création, il se perd dans l'information, et là, l'œil de la création arrive pour les ramener à la raison, ou pour leur dire qu'est-ce que vous faites, vous avez une mission. Donc voilà, cet œil-là est là, et c'est l'œil, en fait, le Wujat, qu'on appelle ça, c'est le fameux œil unique, qui représente encore plein d'autres choses, mais c'est énormissime, la représentation de ça dans les mathématiques, etc., ou dans la mathématique, qui est extraordinaire, surtout des fractions qu'on va voir dans un podcast ultérieur. Ok les amis, on continue pour qu'on ne puisse pas se perdre, mais c'était un petit aparté. Créèrent les tout premiers êtres humains. Shu et Tefnut avaient ensuite donné naissance à Geb, le dieu de la terre et de la végétation, et puis à Nut, la déesse du ciel. Geb et Nut étaient inséparables et leur étreinte était si étroite qu'ils donnèrent naissance à un nombre inimaginable d'étoiles et à 4 enfants divins qui allaient représenter les forces de la nature et de la vie. Alors, regardez bien ce dessin. À l'arrière-plan, c'est le dessin normalement que je vais vous retrouver dans un prochain podcast, excusez-moi. Et ce dessin que vous voyez en arrière-plan, c'est celui qui est vraiment très explicite. Donc, Nout et qui vont euh, le ciel et la terre qui se rejoignent pour créer les 4 autres éléments de la vie, donc de la vie sur Terre. Donc, on est passé du cosmique et déjà on a atterri sur la vie. Donc, ils expliquent la vie sur Terre ainsi, par des éléments scientifiques, matériels, tangibles de la nature. Ils restent toujours très cohérents, les Égyptiens restent sur la nature des choses, et pas, ils ne rentrent pas dans des théologies à ce con, mais vraiment des choses bêtes, mais vraiment des choses vraiment très tangibles, très scientifiquement prouvables. Donc, ils ont juste fait un récit concordant, ils ont fait un beau récit, c'est magnifique. Toujours des unions, toujours des couples, tu vois, ils ont toujours le principe masculin et femelle, toujours le principe mâle et femelle, masculin, féminin, et qui engendre quelque chose. Vous retenez ça dans votre tête, l'histoire de l'engendrement. C'est très important parce qu'il y aura la suite des enfants de Geb et de Nout. Donc Geb qui représente la terre et Nout le ciel. Donc si vous regardez bien, la femme est au-dessus, donc qui est le ciel, Nout, et qui a toutes les étoiles étoilées en bleu là, et Geb est en bas et qui est soutenu par l'air. Et on va en parler dans des différents podcasts parce que c'est très, 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 très riche en fait. Donc, on y va. Ces 4 dieux étaient Osiris, dieu de l'ordre et de la fertilité, Que vous connaissez. Isis, déesse de la maternité et protectrice des femmes et des enfants, Seth, dieu du chaos et du désert aride et impardonnable, et finalement Nephthys, déesse protectrice des morts. Alors, vous avez bien vu les coupes. Je remets légèrement. Voici les coupes. Ils sont encore 2 couples. Encore Fils 2 couples. Donc, nous avons 2 couples. Nous avons Osiris, Isis. Ils sont en couple. Nous avons Seth et Nephthys. Alors, aujourd'hui, je vais vous révéler un grand secret. Si les gens ne l'ont pas vu, mais c'est un grand secret. Et ça va vous permettre de réfléchir à la maison, d'aller chercher qu'est-ce que Nato raconte. Mais vous allez le voir, vous voyez, il est explicite devant nous. Mais vous devez faire un peu de jeu de Scrabble pour pouvoir voir la chose. Mais en gros, ce que je veux dire, Osiris, qui est le mari d'Isis, forme un couple. Mais Osiris représente tout ce qui est la chaleur, le vivant, la végétation et tout ça. Isis représente tout ce qui est l'humide, l'eau, etc. et la fertilité. Et le second couple
qui est Seth et Nephthys, représentent la riz, le chaud et l'infertilité. Donc ce couple qui est à côté, qui a une tête, nous allons revenir bientôt sur ça, une tête de chacal, c'est le chien du désert, Seth, et sa femme, et Osiris avec Isis, sa femme, vont engendrer un enfant. Tandis que Seth et Nephthys, je vous le dis, vont rester stériles, puisque le désert est entre guillemets, pour les Égyptiens, stérile. Donc il est représenté par la chaleur, le désert et l'animal qui est un chien du désert, le chacal. Voilà. Donc on continue. Donc ces 4 enfants, donc ces 4 démiurges, vont faire, on dit ce sont des démiurges primordiales, ils vont engendrer quelque chose d'extraordinaire, les amis. Ils vont engendrer la vie. Déesse protectrice des morts. Mais l'étreinte entre Geb et Nout était tout simplement trop forte et leur père, Shu, les avait séparés. Avec une main, il souleva Nout très haut pour l'éloigner de la terre, et puis avec son pied, il immobilisa Geb, créant ainsi les limites du monde physique. Ces 9 dieux forment. Vous avez entendu. Le dessin est tellement parlant et l'histoire, c'est que il nous explique les limites du monde physique. On est dans des millénaires. Là, la cosmogonie égyptienne nous explique les limites du monde physique. C'est quand même incroyable. Soit un petit dessin, soi-disant anodin, c'est pas un petit dessin fait par un enfant de 4 ans. C'est élaboré, rigoureux et scientifique. Et dit d'une façon très poétique et très mystique. On continue, les amis. Homère l'Énéade d'Héliopolis et était censé représenter toutes les forces naturelles présentes dans l'univers. Avec Atum en tête, l'Énéade représentait les dieux les plus importants et les plus puissants du panthéon égyptien. Maintenant, le mythe de la création du monde basé sur la ville d'Hermopolis était un peu différent. Alors là, il nous parle des différentes cosmogonies, des différentes versions. Mais c'est pas cela, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On veut juste savoir comment ils étaient représentés, qu'est-ce que c'était. Donc, voici les Énéades, et vous allez entendre, mais c'est toujours la même histoire, sauf qu'il y a deux, trois petites modifications, mais c'est toujours le même principe en général. Mondiale aux eaux tourbillonnantes et chaotiques. La grande différence, c'est que dans ces eaux se trouvaient 8 dieux et déesses qui représentaient la nature de l'univers. Il y avait 4 paires de dieux et de déesses primitifs représentant la somme de l'existence avant la création. Il y avait 4 dieux à tête de grenouille et 4 déesses à tête de serpent. Donc voilà, on nous parle des choses que les Égyptiens prennent des représentations de choses qui existent, donc sous le Nil, donc les batraciens, etc., tête de serpent, qui représentent ces couples-là, qui vont représenter la naissance de l'univers, de tout ce qui est vivant à partir du Noun primordial, à partir en fait d'une mare en fait. Et l'univers est comme une mare pour eux où va grouiller la vie. Mais la vie va surgir parce que la mare a toute l'information pour donner la vie. C'est ça l'idée. Bon, on va pas trop s'étendre dessus, mais on va passer aux choses, au récapitulatif. Allez, on y va. Créateur de vie. Il y avait Nun et Naunet qui représentaient l'eau, He et Hehet qui représentaient l'infini, Kek et Kauket qui représentaient les ténèbres, et finalement Amon et Amonet qui représentaient l'élément caché. Selon le point de vue hermopolitain sur la création, alors je vais revenir sur Amon. La signification du mot Amen ou Amon, vous l'avez entendu, le caché. C'est pour ça que dans l'Égyptien ancien, le nom de Dieu, en réalité, c'est Amon, qui signifie le caché. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu ne peut pas être vraiment représenté. Et c'est pour cela que le polythéisme n'existait pas vraiment comme on l'entend, comme les Grecs. C'était une représentation qui faisait de l'ensemble des caractéristiques d'un personnage, mais ils étaient toujours monothéistes. Ils n'ont pas attendu le fameux Akhenaton pour créer le monothéisme. Non, Akhenaton a repris des concepts qui existaient bien avant lui et a juste introduit ce qu'on appelle la représentation terrestre de ce qui est unique, donc
le disque solaire. Mais le disque solaire n'est pas Dieu, c'est juste la représentation physique, divine de quelque chose qu'on ne peut pas voir, mais on le représente par sa toute-puissance et par son unicité, le côté unique de la chose. Et la puissance de Ra, donc du disque solaire. Donc ils disent le disque solaire qui donne la vie représente Dieu. Donc Amon veut dire en réalité, pas ainsi soit-il, mais celui qui est caché, le caché, celui qu'on ne voit pas, donc Dieu. Donc le Dieu monothéiste de l'Égypte est le caché. Donc Amon, qui se révèle par d'autres façons aux hommes, qui s'incarne par d'autres façons aux hommes, mais il reste toujours le caché. On ne peut pas parler de Dieu si en réalité on peut physiquement le représenter. À ce moment-là, il n'est plus Dieu. Donc on le représente par ses caractéristiques, mais ce n'est pas sa représentation réelle. Voilà. Donc il n'y a pas de polythéisme dans ce sens. C'est du monothéisme très intelligemment ficelé. Donc vous voyez sous le dessin là, la barque solaire où sous le trône est assis le fameux Osiris entouré de l'air et de l'eau. Et les Énéades et tous ceux qui sont autour, les 9 divinités. Ces divinités seraient à l'origine du monticule de terre primitif sorti des eaux pour la toute première fois. Et justement, c'est sur ce monticule de terre qu'a fleuri un lotus, ou un œuf selon d'autres versions, à partir duquel le dieu du soleil avait émergé avant de s'élever très haut dans le ciel pour apporter la lumière dans le monde. Ce moment précis où la lumière du soleil avait éclairé le monde était considéré comme le début du temps et de tout ce qui allait exister par la suite. Le mythe de création, qui était centré sur la ville de Memphis, était considéré par certains comme le plus simple. Pour eux, tout tournait autour du dieu Ptah. En tant que dieu des artisans, des forgerons et des architectes, Ptah était considéré par les prêtres de la ville de Memphis comme le plus grand artisan, et qu'il était donc logique qu'il ait fabriqué toutes les choses dans le monde. Voilà, c'est ce que je vous disais en préambule. Ptah représente le créateur. Il est la représentation du caractère créateur de Dieu, entre guillemets, si on l'entend comme ça. On peut bien l'entendre comme ça. Donc, Ptah et cet argument-là représente exactement ça. Donc, il représente la création dans toute sa splendeur. Et ensuite, les amis, on verra tout cela la prochaine fois. Mais voilà, les Énéades, c'est ça. Donc, ce qu'on n'a pas dit, on n'a pas nommé quelqu'un à la fin. Si ceux qui ont suivi correctement Nato, je n'ai pas nommé l'enfant, le fameux enfant d'Osiris et d'Isis. Et l'enfant d'Isis et d'Osiris n'est d'autre que le fameux Horus. Horus qui est représenté par une tête de faucon ou carrément par un faucon. Qui est l'enfant d'Isis et d'Horus. Les amis, on reste ensemble et on va passer, si vous avez bien compris l'Énéade, on peut résumer tout cela à quelque chose, une conception cosmogonique, cosmogénèse de l'univers, donc comment ça a été construit, comment on est allé à décrire comment Dieu a pu surgir de toute l'information du Noun, et ça a donné les fameuses 9 êtres, et ces 9 représentations symboliques, caractéristiques des éléments de la naissance, qui ont permis la naissance en fait de la vie en réalité, et de la terre, donc a été représentée par ces 9 Énéades. Voilà, les amis, c'est ça. Et on peut en dire très long, on peut rester des heures et des heures à expliquer chaque chose, parce que c'est vraiment, vraiment très complexe, très long à expliquer, mais j'ai essayé de raccourcir au maximum, de vous donner quelque chose d'assez tangible et de ne pas donner un truc trop de fouillis. J'espère que vous avez compris. Donc, on va revenir à quelque chose que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va faire vraiment un grand saut
et on va arriver à la fameuse découverte de Toutankhamon. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est ce qui est vraiment primé, ce que tout le monde connaît au XXe siècle. C'est Howard Carter qui a découvert euh, cette tombe dans la vallée des rois de Toutankhamon que j'ai vue, hein. J'ai vu cette momie, elle était exposée, je crois, en 2010, si je ne m'abuse, et elle a été encore exposée à l'entrée. Je crois ils l'ont retirée, mais elle était exposée à l'entrée de sa fameuse tombe qui était un emprunt, puisqu'il est mort très jeune, très jeune. Il semblerait, et on va revenir bien plus tard dans un autre podcast, il est mort dans un accident de char vers 18-20 ans. Donc voilà, c'est un jeune. Donc il a été momifié rapidement et ensuite rapidement mis dans une tombe qui était destinée à sa grande sœur. Et voilà, il a été enterré malheureusement et bien heureusement pour nous avec tous les objets qui n'ont pas été pillés et que Howard Carter a découvert. Donc je vous invite à regarder avec moi ça et c'est 122. funéraire est magnifique. Donc, les amis, franchement, soyons curieux, restons curieux. Nous sommes sous quelque chose d'extraordinaire. Nous regardons comment ils ont procédé à la découverte et où ils l'ont trouvé et qu'est-ce qui les a mis sous les traces d'une nouvelle découverte par rapport à Toutankhamon, là où il a été enterré. Ils ont découvert en réalité que il a été rapidement euh, remplacé. Ils ont été obligés d'effacer certaines cartouches pour mettre son nom à lui parce que tout ce qui était là, on n'avait pas prévu sa mort aussi rapide. Donc, ils ont dû faire des modifications, effacer des noms. Mais effectivement, comme dit l'auteur, le crime parfait, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite erreur. Donc, ils ont gardé certaines choses et qui nous donnent vraiment le nom pour qui cette chambre funéraire avait été faite et pourquoi elle n'était pas vraiment achevée, puisqu'elle n'était pas si grande que ça, mais elle était remplie d'objets personnels de Toutankhamon, puisque quand ils allaient vers l'au-delà, ben, ils transportaient tous les biens et tout ce qu'ils avaient créé, fabriqué avec eux. Ça, c'est magnifique, les amis, on continue et on verra euh, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans cette fameuse tombe par la suite des années, voire de notre ère, vers l'an 2000-2020. À nouveau, c'est, Non, mais vous allez me dire que NATO, ils rigolent pas, les Égyptiens, là. Là, les gars font quelque chose de quand même très complexe. C'est extraordinaire. Mais je le mets en boucle. C'est pas possible. Comment, moi, c'est ce qui m'a choqué. Je ne savais pas ça lorsque j'ai visité la première fois les trésors funéraires de Toutankhamon. Mais tout ces poupées russes, quoi, c'est le enchevêtrement comme ça, tu as l'impression qu'il veut représenter quelque chose d'infini. C'est pas possible. Tu te dis, à la fin, je me dis que quand les Howard Carter est venu, ils ont commencé à ouvrir. Ils ont dit, mais quand est-ce que ça va finir? C'est pas possible. Il est où la momie, quoi? Elle est où la momie? Elle est quatre chapelles funéraires. Mais pourquoi quatre chapelles funéraires? Franchement, tu te dis, mais pourquoi autant de précautions? Pourquoi autant de précautions? Et en plus, ça doit peser mais, des tonnes. L'or, c'est l'un des éléments matériels qui pèse le plus, hein. Mais c'est incroyable. Et tout cet or aussi, et tous ces bijoux, ce raffinement, nous sommes vraiment de l'ordre. C'est les bijoutiers, les joailliers, tout ça, ils doivent. Eux, quand ils voient ça, mais ils sont stupéfaits. C'est obligé d'être stupéfait. Moi, j'ai travaillé un petit peu dans ça, mais c'est dans le luxe, mais ça, c'est incroyable. Oui, j'ai eu plusieurs filles, les gars. Mais c'est incroyable. C'est moi, je n'en reviens pas. Gabol, là, le détective, là, le scientifique, mais là, il a juste remarqué que son nom n'était pas inscrit dedans et que voilà, son nom n'était pas inscrit
Il y avait un prédécesseur, il y avait quelqu'un qui devait vraiment hériter de tout ça. Mais je veux vous montrer quand même le masque. Les amis, regardez le masque. Moi, je suis en train de vous teaser pour aller au musée parce que bon, il faut qu'ils me payent pour ça. Parce que, non, Endroit où il y a le regardez le nom masque. du roi. Alors là, je m'inscris en faux en fonction de ce qu'ils viennent de dire là. Que c'est l'Égypte qui a le plus de femmes. La civilisation, on voit qu'il y a le plus de femmes, quoi. C'est Pharaon, donc ce qu'il vient de dire, je ne sais pas pourquoi il le dit. Je ne sais pas quelle est la preuve de ça, si ce n'est une intention très européanisée. Non, là-bas, c'est tout à fait normal, puisqu'ils utilisaient ce qu'on appelle, ils fonctionnaient selon le matriarcat. Le matriarcat, c'est quelque chose, c'est une phase, c'est un système, c'est un système qui a pris exemple sur la ruche. Simplement. C'est pour ça que les abeilles étaient la représentation royale des choses, d'où le nom dans le miel, euh, les choses, c'est royal. C'est la reine. La reine. Pourquoi le matriarcat? Le matriarcat, c'est le fait que la famille de la femme est beaucoup plus important que le père ou le géniteur de l'enfant. C'est-à-dire que si la reine a un enfant, celui qui éduque cet enfant, c'est l'oncle, donc le frère de la mère ou le cousin le plus proche. Mais en tout cas, c'est la famille de la femme qui éduque son enfant. C'est matriarcat. Entre guillemets, on s'en fiche du soldat, du roi qui est passé. Mais en tout cas, en réalité, et il y a beaucoup de nations et d'ethnies africaines qui utilisent toujours ce système matriarcal, c'est l'oncle qui compte. C'est l'oncle qui valide. C'est le frère de ma maman. Tu vois? Donc, c'est un concept qui n'existe pas vraiment en Europe, mais en réalité, c'est comme ça que ça fonctionnait et ça fonctionne toujours en Afrique, certains pays africains comme ça. Donc, en réalité, elle n'a peur de rien du tout, puisque c'est les femmes qui possèdent tout euh, dans le matriarcat, c'est-à-dire qu'elle possède les terres, elle possède, elle a l'argent, elle a les temples, les maisons, ça appartient à la femme. C'est pour cela que les dots et tout ce rituel qu'on retrouve toujours en Afrique est très issu du matriarcat parce qu'on doit donner tant et tant à la femme. C'est la femme qui finalement hérite des biens de l'ensemble. Donc c'est pour cela que le fameux César doit épouser la reine d'Égypte pour obtenir les terres. Il y a une obligation culturelle, sinon tu n'es pas accepté par le peuple. Tu n'as pas épousé la reine de la ruche, les soldats te repoussent et te rejettent, naturellement, puisque la reine ne te veut pas. Donc, tu obtiens les faveurs de la reine et non le contraire. Donc, je m'inscris en faux dans ce qu'ils viennent dire. Non, je ne pense pas qu'elle a peur de quoi que ce soit. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a obtenu ça. Donc, il faut arrêter. Vous voyez un fait, vous ne pouvez pas nier le fait. Le fait, c'est qu'ils ont fait tout ça pour la reine, mais malheureusement, son petit frère est mort avant. Voilà. Voilà. Donc, l'héritier du trône est mort. Ben, on l'enterre dans la sépulture de la reine qui était avant lui. Donc, voilà, c'est tout. C'est ce qui s'est passé. Donc, elle n'a pas eu sa nécropole a été faite pour son frère. Aussi simple que ça. Parce que c'est matriarcat, c'est pas patriarcat. Et c'est une nuance qu'il faut garder et rester dans le coin de votre tête. C'est un système matriarcat. Là, je veux que vous gardiez aussi un autre trésor et vous allez voir tout le concept, l'ingéniosité, parce que je l'ai vu de mes yeux, j'ai eu le commentaire sous ce trésor-là, sur le fameux trône. Le fameux trône, la chaise royale. Elle est elle est vraiment incroyable. C'est à voir. Un trône dont la taille correspond à celle d'un adulte. Mais a-t-il vraiment été fabriqué à l'intention du roi au moment de son couronnement? Alors, on va peut-être couper un peu le son parce qu'en réalité, je vais vous faire juste le
descriptif de la chaise. La chaise, si vous regardez entre les pattes, parce que mon grand-père était ébéniste menuisier, et en fait, j'ai compris ce que c'est, en fait, assez rapidement. Vous voyez, il y a comme une grande vis. Il y a comme une grande vis. Et c'est pour ça que vous allez comprendre que l'interprétation qu'il donne n'a aucun sens. Vous voyez la grande vis qu'il y a entre les pattes et la barre, on voit horizontale. Ça permet d'agrandir la chaise en réalité. C'est un meuble qui s'agrandit naturellement. Ça veut dire que tu gardes le même trône, on ne change pas de trône. Donc quand ils font la remarque, oui, c'est une chaise pour adultes, tant que tu n'es pas un bébé, tu n'as pas cette chaise-là. Effectivement, pour un bébé, ce n'est pas adéquat. Mais du moment où tu atteins l'adolescence, tu peux t'asseoir dessus. C'est rétractable. Elle s'agrandit, il y a un système de vis pour agrandir. C'est quand même évident, ça se voit en plus. Non, mais on entend des choses. Et regardez les pommeaux, le pommeau de la chaise, il y a 2 têtes de lion, il y a le fameux cobra ailé sur les côtés. C'est magnifique, les hommes. Et c'est recouvert de feuilles d'or, c'est du bois. Je crois que c'est du bois d'acacia, c'est assez léger, ou bien du bois de cèdre, cèdre du Liban, je crois. Et ensuite, c'est recouvert de feuilles d'or. Et toutes les couleurs bleues que vous voyez, c'est du lapis lazuli ou c'est de la céramique qu'ils ont créé eux-mêmes. On a pris des années pour découvrir, voire des siècles pour découvrir comment ils ont pu obtenir ce bleu-là. Mais ça, c'est encore dans un autre podcast que j'ai pu obtenir la fabrication par un grand égyptologue qui s'appelle Joseph Davidovich, que j'ai visité. J'ai été invité chez lui et il m'a expliqué comment il a pu obtenir ce bleu de céramique. Il y a des années de ça, il y a plus de 15 ans, je crois. J'étais déjà tellement passionné que j'ai été invité par des égyptologues très reconnus. Joseph Davidovich, on l'entend sur YouTube, des gens parlaient de lui, mais ils ne l'ont jamais rencontré. Mais moi, je l'ai rencontré, je suis resté toute une journée chez lui. C'était magnifique. Allez, parce qu'il a inventé, il a découvert ce qu'on appelle la céramique. Il est l'un des plus grands docteurs en béton ancien. Donc, c'est pour ça que je voulais le visiter. Mais ça, on va en parler une autre fois parce que c'est très intéressant. Voilà. Allez, on continue. La beauté de la chaise. On continue. Moi, je vous cherche des images à couper, la respiration. Là. Vous coupez la respiration. Franchement, les amis, allez voir, allez voir. Je vous invite, Nato vous invite à aller au musée. On ira ensemble si vous voulez bien. Peut-être on pourra filmer. On ne sait pas encore, mais c'est trop intéressant. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc maintenant, on va voir l'intérieur de la pyramide et on va juste comprendre le système de momification, comme je vous ai dit. On va voir comment il momifiait. Ok, les amis, c'est super intéressant. Restez avec moi, s'il vous plaît, restez avec moi. On va regarder quelque chose d'intéressant. Allez, à tout de suite, on y va, on est ensemble. Allez. L'Antiquité, Non, je mets la pause. Donc, il va nous parler de... C'était fréquent. Voilà. Bon, les gars, on va essayer de chercher dans un autre podcast. Est-ce qu'on a retrouvé des lames aussi bien conservées de météorites chez les autres rois des nations aux alentours ou bien dans le monde entier, quoi? Pourquoi Tonton Camon a un poignard avec une lame incroyable météoritique? Non, les gars. utilisée là, et c'était une arme extrêmement efficace. Donc, le mec vient d'avouer, vous l'avez tous entendu, hein, que Tonton Camon avait un poignard en fer météoritique. Ah, je fais une pause. Il n'avait pas de poignard en bronze, hein, les gars. Ok, je fais une pause. Donc, avant les Romains, les mecs maîtrisaient le fer. Je sais pas, hein. Avant, combien de siècles? Les amis, calculez combien de siècles
combien de siècles séparent Toutankhamon et la civilisation romaine? S'il vous plaît, faites la recherche. Tout le monde sait que c'est les Romains qui maîtrisaient soi-disant le fer. Et ça a été la prouesse extraordinaire de la civilisation romaine. Donc moi, on nous a toujours dit, ouais, ils étaient à l'heure du bronze, c'est le bronze, c'est le bronze. Ça finit pas, ils nous en ont bassiné. Et là, dans les années 1930, on voit qu'il y a un poignard météoritique ferreux. Vous avez bien vu, hein, ils n'ont pas passé de l'abrasif. C'était conservé comme ça. Le mec, il a osé passer la lame sous son doigt, Carter, pour voir si ça coupait. Ça coupait son doigt. 3000 siècles, il me semble. Il y a quelques... Hey! Mais Coco, quoi? 3000 siècles? On va dire 3000 ans, quoi. 3000 ans, c'est une dinguerie. Donc, qui ment? Qui ne fait pas bien son travail? Qui ne fait pas bien son travail? Dans un reportage Arte, un documentaire, c'est même pas un reportage, c'est un documentaire, c'est de la documentation. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça, on peut dire selon Arte, selon Monsieur Intel, spécialiste des armes, il y a 3000 ans, Toutankhamon, avant les Romains, avait une lame en météoritique ferreux. Mais tellement c'était badass, le mec, on l'enterre avec, quoi. C'est pas, oui, c'est extraordinaire, il y a un super beau manchon, il y a une garde extraordinaire en or avec des... Ouais, ça doit être cérémoniel, il l'a peut-être jamais utilisé. Mais quand même, on a réussi à avoir un truc qui, normalement, si c'est ferreux, vous savez, c'est quoi le fer? Il y a l'érosion. C'est tellement bien conservé dans la momie, il n'y a pas d'air pour pouvoir attaquer le fer. On retrouve, heureusement que les Égyptiens ont conservé comme ça. Donc, on est en train d'avoir la réponse de la conservation de l'Égypte. Les mecs, c'est comme s'ils savaient qu'on allait faire le sacrilège ultime, démonter leur SKV, détruire, mettre à nu leur tombe. Et là, nous avons là la preuve qui nous laisse, en fait, qui nous ont vraiment laissé, dans tous les sens du terme, un héritage incroyable. Nous sommes vraiment des chanceux. Il y a une lame météoritique sur une momie, quoi. Non, mais on a l'impression qu'on est dans un film anachronique, un Game of Thrones. Tu sais, on aurait dit ça dans un truc, on a dit, ouais, arrêtez de raconter des bêtises. Non, là, c'est un mec du musée. Hein. Et ça a été fait dans les années 2015, quelque chose comme ça. Hein. Il faudrait vérifier. Vérifier pour moi. Mais vérifions. Moi, j'aime pas raconter des trucs à peu près. Mais en tout cas, c'est vers les années, vu la qualité du reportage, c'est très récent. 2020, peut-être 2015-2020. Mais en tout cas, c'est récent. Et avant Covid, je crois. donc, je crois que nous avons une pièce maîtresse qui contredit beaucoup de choses. Et il y a énormément d'objets comme ça en Égypte qui contredisent vraiment le côté linéaire de l'invention, de la recherche, que ce soit en médecine, que ce soit en architecture, que ce soit dans n'importe quelle science appliquée aux mathématiques dures, nous avons des prouesses inimaginables. On a par exemple le papyrus de Ring, mais c'est n'importe quoi. Ça te parle du théorème d'Isiaque, qu'on va appeler le théorème de Pythagore. Ben, c'est déjà sur un papyrus. Ça, on va voir ça dans notre podcast. Les amis, c'est extraordinaire. Moi, quand j'ai découvert des choses comme ça, mathématiques, d'autres formes d'algorithmes pour pouvoir faire des calculs, que même des mathématiciens Fields, français,
ils n'en reviennent pas. Ils disent, mais comment ça existe? C'est pas possible. On n'a jamais entendu parler de ça durant tout mon doctorat. Je suis docteur, préfixe de mathématiques. Et là, ils découvrent que, waouh, les mecs, ils parlent comment calculer une pyramide tronquée. Quoi. Sur un papyrus, c'est écrit ça, le volume du pyramide tronquée. Mais, où on est là? Limite, on parle du binaire. Du binaire informatique, le binaire. Il y a ça sur un papyrus. Papyrus d'Hébert, papyrus de Ring. On va en parler de ça dans le podcast. Mais franchement, les scientifiques, il faut vous mettre tous les mathématiciens, là, les astronomes. Là. Moi, je les invite à venir sur mon podcast. Je leur balance les amis. On leur balance les faits. Et après, on regarde comment ils bégayent, quoi. Moi, je bégaye. Moi, je bégaye jusqu'à maintenant. Hein. Donc, moi, ça m'a rendu bègue. Ouais, je suis bègue. C'est incroyable. Non, on continue. Le mot incroyable va devenir une banalité chez eux, quoi. Lorsqu'on le regarde, c'est une banalité. Je disais qu'il y a quelque chose d'un petit peu d'africain. Et ça m'horripile un petit peu, ça me fait un petit pincement, pas m'horripiler, mais ça me fait un petit pincement au cœur que toute la cérémonie, j'ai pas vu ça. J'ai vu, ça c'est très africain. On retrouve ça dans plein de tribus africaines, ça. Voilà, c'est juste une petite digression, je fais ça pour mes amis afro. Donc bon, on n'est pas là pour faire du Black Panther, du Black Power, mais les gars... quand même, il faut soulever quand même la question. Hein. De temps en temps, je suis obligé de faire mon chauvin. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on passe sous silence ces choses et on nous raconte des bêtises. Je sais pas pourquoi. Enfin, oui, je sais pourquoi, mais bon. Ah, le colonialisme, quand tu nous retiens. Allez. Qu'est-ce qu'on voit, les amis. On revient. Désolé de vous avoir coupé, mais je suis obligé. Oh là 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 là. Je vous montre une dernière petite image. Une image encore. Là, 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 on a une dague, les amis. Une dague qui représente, en fait, vous voyez, il y a 2 babouins. Et les 2 babouins que vous avez déjà vus hein, dans le Roi Lion. Hein, tu sais, on est en Afrique, hein, les gars. On reste en Afrique. Et ils sont en admiration, en adoration sur la barque solaire. Donc, les babouins qui représentent Thoth, qui est aussi une représentation du dieu Thoth, qui est la représentation de la sagesse. C'est pour ça le même babouin qu'on retrouve dans le Roi Lion. Ce babouin qui représente la sagesse, la mémoire est là. La mémoire de l'humanité est sous cette bague, sous la barque solaire qui représente la représentation de la divinité qui nous a créés selon l'Égyptien ancien. Selon Thoth, qui est représenté par un babouin, parce qu'il est soit représenté par une tête d'ibis, l'oiseau là, qui a toujours un petit stylo, hein, une petite plume à la main et qui écrit, eh ben, c'est celui qui note, qui calcule toute chose, on appelle Thoth Trismegistes, et que les Grecs vont reprendre, et que les Romains vont reprendre, qu'ils vont appeler Hermès, etc., etc. Mais en fait, il représente la représentation de la barque solaire et la représentation de la création de la vie sur Terre. C'est pour ça que je voulais conclure sur cette bague. La représentation de la vie sur Terre a été transmise par cette cosmogénèse, les Énéades, que toutes les religions vont s'inspirer. Je dis bien, toutes les religions vont être inspirées de ça. Je défie quiconque. C'est mon seul défi que NATO donne. Donnez-moi une version qui ne reprend pas des thèmes abordés par l'Égypte antique. Franchement, ils ont repris les mêmes thèmes. Et ce sont les mêmes thèmes, à quoi qu'on a la même inspiration. Hein. C'est la même inspiration divine. En tout cas, c'est ce thème d'Héliopolis de Memphis, où on te dit, il y a l'œuf primordial ou le bassin d'eau primordial qui va surgir le démiurge, celui par qui sa semence, la vie, va apparaître, de par toute cette information qui a été représentée par Atum, Ta et Amon-Ré,
Atumta Amondre, sa semence, l'air et l'humide ce couple va engendrer les quatre fantastiques. J'avais dit qu'il y avait un secret, je vous le livre tout de suite. Osiris, Isis, le couple fertile qui va engendrer Horus, et le deuxième couple qui est infertile, qui représente le désert, Nephthys, Seth et Nephthys, qui représente ce qui est désertique, ce qui est chaud, ce qui est aride. Voilà, ce sont les éléments qui existent et qui donnent la vie. Et ces principes-là ont été figurativement modélisés, racontés avec des allégories diverses pour transmettre au monde, pour transmettre à leurs enfants un savoir scientifique bien ficelé. Donc tout ça, les amis, tout ça permet de dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que nous sommes là en train de vivre quelque chose d'historique, cette réappropriation de notre histoire par des hommes qui ont voulu transmettre et qui ont fait énormément de choses pour pouvoir transmettre. Pourquoi je vous ai montré tout de suite après le musée la tombe de Totokamon pour vous montrer ce lien de conservation. Un musée est une muse. De par là on s'inspire du musée. Et le musée a tous les artefacts d'inspiration. Donc, il englobe tout ce qui a été et ce qui adviendra. Et nous, on vient visiter ce que nos ancêtres, nos anciens ont bien voulu nous transmettre. Et là, les gars, le clou du spectacle, c'est que dans la tombe de Totokamon, on voit cette matérialisation de la conservation, comme un musée. En fait, la tombe de Totokamon est un musée à lui tout seul. Donc, le musée qui a coûté 1 milliard pour moi, c'est le musée de Totokamon. On va parler de Ramsès II, de tous les autres, Hatshepsut, etc. Mais c'est le musée de Totokamon. Parce que Totokamon, son trésor, c'est de nous avoir révélé l'intégralité de la connaissance de son peuple qui est arrivée jusqu'à nous grâce aux excavations et au dépouillement de la dépouille. Voilà, les amis, on va peut-être clôturer bientôt. On va arriver presque à la fin. Je vois que vous êtes là, je vois que vous êtes présents. Moi, je me mets en foule. Je vois que vous êtes présents. Vous êtes toujours avec moi. Vous êtes restés quand même nombreux à m'écouter, à entendre tout ça. Et je voudrais finir avec des petites images tranquilles de Dendera et de ce panneau astronomique, de cette stèle astronomique sous le plafonnier qu'il y avait dans le temple de Dendera. Et j'avais fini la dernière fois avec les colosses de Menmont pour dire la duauté, comment des êtres ont pu tailler du quartzite. C'est la question que je me pose, c'est la question que vous devez vous poser. Et comme je vous le dis, oui, Eric Sall, je vois que vous n'avez pas pensé à ça. Une muse, c'est un musée. Donc, un musée, c'est une muse. C'est-à-dire qu'on met dans un endroit tout ce qui a inspiré une nation. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Louvre. Pourquoi on visite Paris? Paris s'est inspiré de l'Égypte, d'où le musée du Louvre. Bon, qu'on a cambriolé dernièrement très bassement, mais voilà, c'est ça. Et ils ont été inspirés de quoi? Qu'est-ce qui est vraiment au Louvre? Les gens vont voir tout le temps au Louvre, c'est l'Égypte. Moi, quand je vais au Louvre, c'est pour regarder des pièces égyptiennes. C'est ça qui attire le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'une des plus grandes civilisations qui nous a apporté quelque chose. Mais vraiment, réellement, dans toutes les sciences, dans tous les domaines. C'est extraordinaire. Donc là, je vais vous montrer le prochain podcast qui sera vraiment concentré que sur ça parce que c'est énorme. C'est cette phase où ils ont élaboré quelque chose de scientifique et ils l'ont inscrit sous un plafonnier, les gars. Tellement que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. C'est dessiné, c'est taillé, c'est explicité, c'est magnifique.
le British Museum aussi, oui, tu as raison. Moi, je l'ai visité. Au British Museum, on a les têtes de Narmer, du premier pharaon connu de la civilisation, etc. On a la pierre de Rosette. Il y a 2 musées, franchement, avant d'aller voir le Caire, il y a 2 musées quand même à aller voir. Vous allez à Londres, au British Museum, vous allez au Louvre, vous faites quelques visites, vous attendez que ça se tasse un peu au Louvre, vous y allez, et ensuite on ira tous ensemble, on ira au musée du Caire. Les amis, je suis vraiment content et je vous mets cette petite vidéo à la fin avec le son. Sur le plafond de la seconde chapelle se trouve le zodiaque de Dendera, C'est très un noirci, immense malheureusement. relief de la sphère céleste autour du pôle Nord, tel qu'il se présentait en l'an 700 avant Jésus-Christ, à minuit, durant le solstice d'été. On va bientôt arriver à la fin. les C'est amis. une réplique de la dalle originale qui fascina Napoléon quand il en découvrit le sens profond. L'original est, de nos jours, conservé au musée du Louvre, à Paris. Dans une chapelle similaire, à cet endroit précis, durant des milliers d'années, les prêtres de l'œil d'Horus mirent périodiquement à jour une carte du ciel semblable à celle-ci, couchée sur un papyrus. Les gars, c'est incroyable. À chaque solstice d'été, durant des milliers d'années, ils marquèrent la position du système solaire et de la Terre. Écoutez bien, les amis. Les prêtres qui purent survivre à Cambyse II de Perse gravèrent pour la postérité un bas-relief qui fut sauvé de la destruction et qui contenait l'une des plus récentes mises à jour de la carte céleste, telle qu'on pouvait la voir en l'an 700 avant Jésus-Christ, durant le règne du pharaon Taharqa de la 25e dynastie. Ah, les gars, c'est incroyable. Moi, c'est la La sphère stupéfaction. céleste est soutenue par 8 figures agenouillées d'Horus et 4 représentations d'Isis. Écoutez bien. Un anneau de hiéroglyphes unit cette composition symétrique. Initialement, la sphère céleste était peinte en bleu, soulignant les figures symboliques. C'est notre zodiaque actuel. C'est notre zodiaque actuel. Les bâtons de 4 figures indiquent un point proche du centre de la sphère. Saturne, père Saturne. des planètes, Jupiter, Mars Mais bien sûr, je serai le guide. et les amis. Osiris, Bien sûr. représentant la constellation d'Orion avec sa partenaire, l'étoile Sirius, qui personnifie Isis. Bien sûr. Regardez ça. Ils indiquent la poitrine de Touéris, la mère hippopotame à la queue de Hippopotame, crocodile et vous aux l'avez pattes de vu, lion, qui règne sur la sphère et représente la constellation que l'on appelle aujourd'hui constellation du dragon. Vous allez Son comprendre beaucoup étoile de choses appelée avec Alpha ça. Draconis brillait au-dessus de l'axe de rotation de la Terre. Vous avez entendu? L'axe du temple est orienté à 71,5 degrés au nord-est. Ces porches encadrent la zone du ciel Voilà, où les brillait amis. l'étoile polaire Alpha Draconis, marquant le sein de la femelle hippopotame dans la sphère. Sur le côté, Les amis, je viens de vous montrer un extrait explicite qui est très détaillé. Et moi, je vais détailler encore plus la symbolique ésotérique, la symbolique philosophique et scientifique de la chose. Voilà. Les amis, merci de m'avoir suivi. J'étais vraiment heureux d'être avec vous. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain à la même heure, à 11h, les amis. Vous étiez là. Et moi, je vous remercie énormément de tout ça. Franchement, j'ai passé un agréable moment à discuter, surtout à partager mes quelques connaissances, franchement, sans fausse modestie, mes quelques connaissances. Mais en tout cas, mon enthousiasme, j'espère que vous l'avez quand même vu. Hein. Je suis là, j'adore l'Égypte. Et j'espère qu'on a pu passer un bon moment. Dites-moi dans les commentaires, mettez-moi des j'aime, mettez-moi des cœurs pour me dire que vous avez aimé et que vous voulez me retrouver dimanche. Sinon, moi, je ne viens plus. Je reste chez moi, je reste avec mon enfant, je reste avec ma famille, et je fais du tennis, je vais faire du golf, hein, les amis. Là, je suis en Suisse. Hein. Bon, il ne fait pas très beau. Là, aujourd'hui, il fait beau aujourd'hui. Attention. Je vois qu'il y a un petit soleil qui est apparu là.
Mais voilà, les amis. Oh là 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 là, les cœurs, vous voulez donc me voir, vous voulez me revoir. Ah, je suis content, je suis content. Je serai là alors dimanche prochain. Ça va être chaud, ça va être documenté, il y aura des images. Ça va être encore mieux qu'aujourd'hui parce que là, j'essaie d'avoir un peu de la main. Tu sais, c'est chez le GOAT ici, c'est chez Gaël. Donc, j'essaie de pouvoir trouver les choses, où se trouvent les boutons et tout. Mais vous allez voir, je vais être de plus en plus à l'aise. Ça va être mieux, hein, ça va être encore meilleur. Voilà, les gars. Merci la famille, merci les filles, les hommes, les enfants, tous ceux qui m'ont suivi, les papis, les mamies, on est là, on est ensemble, la communauté, on est là. Je vous aime aussi, love, beaucoup de love. Beaucoup d'Égypte, hein, les gars, beaucoup d'égyptologie, hein, beaucoup d'histoire avec Nato. Et histoire d'Égypte avec Nato, c'est tous les dimanches à 11h, si vous le voulez bien, les amis. Merci de m'avoir suivi. Allez, je vous mets une belle séquence. Se trouvait la constellation du Chacal Rouge, avec l'étoile Mizar, située sur sa patte avant, la version égyptienne de la constellation de la Petite Ourse, avec l'étoile que l'on appelle aujourd'hui Polaris. Alpha Draconis, sur la poitrine de Touéris, est en dehors du centre de la sphère, indiquant la distorsion nécessaire au mouvement elliptique de l'univers, qui fait que l'étoile polaire s'élève au-dessus de l'axe terrestre. Polaris est au centre de la sphère. L'étoile polaire, autour de laquelle la voûte céleste semble tourner, était très importante pour les Égyptiens. Elle représentait l'énergie sur l'axe de rotation de la Terre, sur sa colonne vertébrale, qui structurait les organes de tout être vivant, qu'il soit insecte, homme ou planète. Durant le règne de Snéfrou, longtemps avant la construction de la Grande Pyramide, les prêtres avaient prédit que lorsque Polaris remplacerait Alpha